Bwana, be quiet. Calme, ndio kupanda. Na tuko pamoja. Bwana. Kazi Napanda mkaa. ndio na tuko tu. Habari? Uzuri. Hakuna fujo. Hakuna. Bwana. Hiyo ndio kazi. Ana bahati. Acha ile. Mwanamke akasema bebe. Allez réveiller les Congolais. Le Congo n'appartient pas au peuple congolais. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ma première question est la suivante. Le chef de l'État a nommé un nouveau chef d'état-major général des armées. Le week-end dernier, il était à Luanda pour un sommet qui a finalement été annulé avec Paul Kagame. Aujourd'hui, il est à Brazzaville. On a le sentiment que la situation devient de plus en plus pressante, qu'il y a urgence. Quelles sont vos informations ? Écoutez, oui, le M23 continue d'avancer vers le nord, qui était une zone en plus qui n'était pas dans son précaré et menace effectivement Lubero, menace Butembo, qui est la deuxième ville du Nord Kivu. Donc tout ça, en fait, c'est dans un contexte assez particulier, diplomatique assez particulier. Après donc l'échec de Luanda, on a un petit peu l'impression que le M23 cherche à mettre la pression sur Kinshasa pour pousser la RDC à négocier directement avec lui, ce que refuse Félix. Ce que refuse la RDC, mais ce que demande notamment le Rwanda. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le sommet de Luanda en Angola a été annulé le week-end dernier. Voilà, et donc ça explique un petit peu, je veux dire, l'avancée du M23, parce que diplomatiquement, voilà, il faut que le M23 cherche la porte de sortie. La porte de sortie, c'est la négociation directe avec Kinshasa. Alors, depuis 6 mois, il y a un nouveau ministre de la Défense en RDC, Guy Kabombo Mwadiambita. Il a succédé à Jean-Pierre Bemba, qui autrefois avait été un chef de guerre et sur lequel il y avait beaucoup d'attentes. Quel est le bilan des 6 premiers mois du nouveau ministre de la Défense ? Écoutez, on parle même depuis Jean-Pierre Bemba d'une montée en puissance de l'armée congolaise. Force est de constater que sur le terrain, pour le moment, l'armée congolaise ne fait que reculer. Elle n'a pas repris de localité sous contrôle M23. Elle n'a pas empêché la progression du M23. Donc c'est vrai qu'on en est toujours au point mort. Je veux dire, il n'y a pas d'avancée. Il y a eu sous Jean-Pierre Bemba une augmentation quand même assez importante du budget de la défense, l'achat de drones. Il y a des nouveaux effectifs qui sont censés arriver, mais on voit bien que tout ça sur le terrain, ça ne prend pas. Et puis on a l'impression, et on l'a vu sous Jean-Pierre Bemba, que c'est pas vraiment au ministère de la Défense que se joue un petit peu la stratégie militaire. Vous voulez dire que la stratégie militaire pourrait être ou donne l'impression d'être une sorte de, d'être finalement la chef-gardée, ou en tout cas la prérogative régalienne du chef de l'État, et que c'est là où se joue la stratégie militaire? Absolument, ça se joue à la présidence, et puis ça se joue à la maison militaire, qui est, je dirais, effectivement, là où c'est vraiment là qu'il y a le vrai patron de l'armée congolaise. Se trouve auprès de la maison française et non auprès du ministère de la Défense. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est justement parce que la maison militaire est une filiale de la CIA. C'est la triste réalité qui se passe au Congo. Donc, comme la maison militaire dépend de la CIA, ça veut dire que la CIA a infiltré toute la branche militaire, y compris politique, y compris gouvernementale du Congo. C'est la CIA qui contrôle l'armée. Et ça, on peut bien reconnaître cela à la CIA, c'est d'avoir franchement cette capacité, cette influence de pouvoir influencer toutes les organisations, tous les pays du monde. Ça, il faut reconnaître ça à la CIA. Sauf, bien sûr, la Chine et la Russie. Bien que la Russie, des fois, il y a eu de temps en temps des petits accords avec le KGB. Les 2 seuls pays au monde où la CIA n'est pas capable de pouvoir mettre
Son influence, c'est la Chine et la Russie, quoique. Eh bien voilà, ceci te montre à quel point, malgré ces brouhahas, que le Congo n'appartient pas aux Congolais. Allez réveiller les Congolais. Le Congo n'appartient pas au peuple congolais. Tout ce que tu viens d'entendre là est ce qu'on appelle justement des feux de paille. Le cas de la RDC, comme je l'ai toujours dit, c'est un cas extrêmement triste. Je pleure tous les jours, rien qu'à pensant à ces pays. De manière fondamentale, il y a comme si c'est une malédiction. C'est une malédiction hein, depuis 1452 qui arrole la RDC. Je dis bien 1452. Bien même avant, depuis que les peuples envahisseurs occidentaux et arabes ont mis leurs pieds en Afrique. Depuis que l'Église catholique a proclamé justement que les nations européennes aient esclavagisé justement ce grand pays, ce grand royaume hein, qui était justement le royaume Congo. Bref, d'esclavagiser tout le continent. Ceux qui ont créé le problème de la RDC, ce sont les Occidentaux. Alors que quand tu regardes tous les médias, quand tu regardes toute la classe politique, quand tu regardes même certaines émissions, soi-disant, qui sont censées éveiller le peuple, la population, on nous met de feu de paille pour nous faire penser que les problèmes qu'il y a là, c'est un problème entre le M23 et le Congo ou bien le M23, le Rwanda. Bref, chacun est en train de se jeter la balle des ping-pong. Les gens sont en train de jouer au ping-pong. L'équation géopolitique de la RDC est faite de telle façon que ce sont les Occidentaux qui posent le problème. Mais en même temps, ils fabriquent encore eux-mêmes des acteurs factices, hein, enfin des médiateurs, qui sont censés résoudre le problème de la RDC que leurs commissionnaires eux-mêmes ont créé. C'est-à-dire, en fait, le problème, ce n'est pas les Congolais, ce n'est ni les Rwandais, ni l'Union africaine qui vont résoudre le problème de la RDC, ou bien ni même l'Angola, ou bien ni même le Kenya. J'ai dit bien, ce sont les Occidentaux impérialistes qui sont les problèmes. Et comme je l'ai dit toujours, sans les lumières du passé, le présent n'est qu'un mensonge et le futur n'est qu'une illusion. Remontons brièvement, on va faire vraiment brièvement dans le passé pour voir ce qui s'est passé. L'existence même de l'Occident, ce qu'il faut savoir déjà, c'est ça. C'est-à-dire la survie, la vie, le fait que l'Occident respire là, comme ça, la puissance qu'a aujourd'hui l'Occident n'est possible qu'à cause de la RDC. Et c'est depuis que les Indo-Européens ont foulé le pied sur le sol africain, en commençant par l'Égypte, par l'empire Égypte négro-africain. Donc, l'homme le plus maudit de la planète qui a orchestré le malheur de ces pays, après que l'Église catholique, hein, de par l'abus papal de Nicolas, je ne sais plus, Nicolas V, bref, et l'islam, hein, et l'islam aussi, parce que n'oublions pas que l'islam a aussi esclavagisé aussi l'Afrique. En fait, l'homme le plus maudit de la planète, après ces deux jokers, l'Église catholique et puis l'islam, c'est Léopold II. Donc, tu as un monsieur, après la partition du royaume Congo, dont la capitale était en Angola, comme on le nommait, il a décidé de faire du pays entier, la RDC, sa propriété privée, où il avait droit de vie et de mort sur sujets circulant dans ce pays. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il se rend compte de l'immensité qu'étaient ces pays, et surtout de ses richesses faramineuses. Il prend panique, et puis par un coup de poker ou par un coup de magie, il décide de partager le butin qui est la RDC
avec d'autres nations européennes. Écoute bien que je précise de partager le butin qui est la RDC. Oui, c'est comme ça on considère le peuple de ces pays, le peuple en général d'Afrique. Et c'est écrit dans les accords. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas moi qui est en train de l'inventer. C'est écrit dans les accords qui liaient Léopold II avec les pays occidentaux. Et d'ailleurs, c'était même une société qui s'est chargée justement de gérer justement ces butins qui est la RDC. On a appelé ça l'ASC, l'association. Bref, je vais retrouver. C'était une entreprise. Il y avait son numéro qui avait son numéro de TVA ici en Belgique, qui gérait justement la RDC. Et quand on voit aujourd'hui ce que sont devenus les Congolais qui s'entretuent pour avoir soi-disant un visa pour l'Europe, soi-disant pour réussir leur vie, c'est malheureux. C'est malheureux. En fait, le fait même de penser, c'est-à-dire à la géopolitique de la RDC, ça rend triste. Mais en même temps, ça te donne en même temps aussi la colère. Parce que quand tu vois comment est-ce que le peuple congolais, c'est-à-dire un peuple, c'est-à-dire qui est tocard, un peuple ignare, c'est-à-dire des vrais courriers, c'est-à-dire plus loin, qui sont plus loin même derrière qu'un trou de balle. Ce peuple-là que tu vois. Non, mais franchement, franchement, si j'avais un bâton magique, je supprimerais la génération 1950-1999. Je ne garderai que les jeunes de moins de 23 ans. C'est 23 ans. Parce que tous les vieux là qui ont grandi années 50, 60, 70, c'est-à-dire, ce sont des cerveaux grillés. On ne peut plus refaire des mises à jour. Le Congo a besoin d'une nouvelle génération où les cerveaux, où on a la possibilité de pouvoir mettre à jour des cerveaux. Parce que quand ils constatent le niveau de bêtises ancrées dans le cerveau de cette population congolaise, tu ne peux qu'aller dans mon sens de réflexion parce que quand je dis éliminer, supprimer, c'est parce que tu le fais par amour pour le continent africain. Parce que nous tous, on passera. Nous tous, moi, je passerai. Tout le monde passera. Mais le continent africain restera toujours. Donc, par amour au continent africain, on a besoin de carouacher, si le mot peut se dire, de carouacher cette génération ancienne de tocards, des ignares, qui sont toujours soumis par cet esclavage spirituel, mental, psychologique, qui ont hérité de cela et qui ont du mal justement à se libérer des emprises, des chaînes de l'esclavage. Bref, donc, je disais que tu as Léopold II, pris de panique, décide de partager le butin qui est la RDC pour ne pas que quelqu'un d'autre ne lui vole ou bien que quelqu'un d'autre ne lui arrache. Donc, il a associé justement des gens. Et quand je dis il a associé des gens, ça veut dire qu'il a associé des entreprises, qu'il a associé des entreprises qui justement commandent justement les États, le président, les entreprises occidentales, y compris américaines. Donc, les deux grandes guerres interethniques européennes, moi je n'appelle pas ça guerre mondiale, c'est une guerre interethnique européenne, ont affaibli l'Europe. Et puis, les États-Unis, de par leur stratégie machiavélique qui a laissé carrément que le peuple européen s'entretuer entre eux, exactement comme ce qu'il est en train de faire ici en Ukraine, en justement en affaiblissant économiquement l'Europe pour que les États-Unis aient plus de puissance. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc, les États-Unis viennent proposer leur plan Marshall à l'Europe pour pouvoir construire l'Europe. Et par la même occasion, justement, s'emparer justement du projet de Léopold II. Et c'est aujourd'hui les États-Unis qui gèrent justement le problème de la RDC à cause justement des enjeux de matières premières. Autrement dit,
à cause du vol systémique des matières premières. Maintenant, pour nous jeter maintenant de feu de paille, on nous fait croire, on nous fait penser que Tshisekedi ben voilà, ne veut pas négocier avec des terroristes et que ben voilà, de l'autre côté, le président rwandais dit que soi-disant ces mouvements M23, ce sont eux qui ont pas, enfin, ce sont eux qui ont participé au génocide rwandais, patati patata, ou bien que le président de l'Angola est un médiateur, parfois c'est Kenya, bref, ou bien qu'ils vont essayer de trouver un accord, mais le problème, soit c'est le Rwanda, soit c'est la RDC. Donc, tout le monde est en train de se jeter des balles de ping-pong. Du coup, qu'est-ce que j'observe? Lorsque certains médias des grands chemins, comme tu viens de l'entendre, titrent que le sommet de la paix entre la RDC, le Rwanda est annulé par-ci, par-là et autres, eh bien, comme quoi le Rwanda demanderait à la RDC de négocier avec le M23. En attendant, dès qu'ils ont trouvé un accord, comme ça, on viendra s'asseoir à la table pour pouvoir parler. Bref, tout ça, c'est des brouhahas. La question qu'on doit se poser est, qui pose le problème de la RDC? Qui pose le problème de la RDC sur la table géopolitique africaine? Quelle est cette personne, quelle est cette entité qui pose le problème en RDC? Qui l'a créé? Qui sont les vrais acteurs et quel est le poids de l'Afrique dans le mécanisme justement de résolution de ces problèmes? Et c'est en répondant justement à ces questions que j'ai dit au début que le problème de la RDC donne toujours des larmes. Ça donne des larmes, mais ça me fait mal au cœur parce que... Ah, mais bon, je vais essayer d'être plus ou moins rationnel parce que c'est pas facile. J'avais fait une vidéo sur l'équation, je parlais de l'équation géopolitique de la RDC. Est-ce que le président sera à la hauteur de l'équation géopolitique de la RDC? Je t'invite à voir là ou là. Tu vas mieux comprendre. Parce que tout ce que je t'ai dit ici, ce sont des dossiers top secrets qui ont été, qui ont été mis à jour, qui ont été publiés, qui ont été déclassifiés. Et je t'invite à aller vivement suivre cette vidéo, de la liker et de commenter aussi. Et de la partager aussi avec une personne qui est pour ou bien contre mon analyse. Bref, et une analyse qui est basée sur ce que les agents même de la CIA ont publié. Ça, il faut le comprendre. Et d'ailleurs, si tu es nouveau ici, sache qu'ici, on parle des développements personnels, on parle des géopolitiques, on parle de business, entrepreneuriat, investissement, peu importe. En fait, toutes les thématiques qui te permettent simplement de réussir ta vie. Point barre, c'est tout. Alors, si réussir ta vie est quelque chose qui te donne la niaque et quelque chose qui parle au fin fond de ton être, tu as deux choses à faire. Premièrement, c'est de liker cette vidéo, de t'abonner et puis d'activer la cloche de notification pour être informé des nombreuses vidéos régulières, hebdomadaires qui sortent sur cette chaîne en vue de te former et de t'informer. Et deuxièmement, regarde dans la barre des descriptions, il y a toute une panel des listes justement des différents programmes en rapport avec tes objectifs de vie qui vont t'aider justement à les réaliser, ou bien tu auras peut-être une heure de coaching avec moi que je te donne gratuitement dans le but simplement de pouvoir t'aider à faire des choix judicieux qui vont te permettre justement de réaliser progressivement tes objectifs, que ça soit perte des ventes, que ça soit business, que ça soit projet entrepreneurial, peu importe. Je te donne juste les directions. Et après, c'est à toi de prendre la décision qui te reviendra. Ça va? Donc, je disais que dans l'équation géopolitique de la RDC, il y a des feux de paille qu'on est en train de nous jeter pour nous éloigner justement de la réalité. On constate que les Occidentaux sont les problèmes, mais se présentent aussi comme la solution. Donc, ils créent des acteurs factices qui nomment, soi-disant,
des médiateurs, interlocuteurs, et en même temps, ce sont eux qui encore font quoi? Enveniment encore la guerre, organisent, c'est-à-dire ils enveniment la guerre, ils soufflent la guerre, mais en même temps, ils viennent encore organiser, soi-disant, la paix en RDC. Mais franchement, c'est-à-dire plus j'apprends sur l'histoire de la RDC, plus, franchement, c'est-à-dire c'est dur, je ne fais que m'y perdre, quoi. D'un côté, mais je ne comprends pas, je dis comment est-ce que des cerveaux peuvent réfléchir de cette manière? C'est trop profond. Parce qu'il y a le problème de la RDC, quand je te parle de l'équation politique de la RDC, c'est-à-dire il y a des forces obscures qui sont en jeu, mais c'est incroyable. Il y a tous les services secrets du monde entier qui sont là pour leurs intérêts. Tu as les intérêts des religions abrahamiques, c'est-à-dire catholiques, l'islam là en Arabie Saoudite, qui sont aussi là avec leurs armées. Enfin, quand je dis leurs armées, c'est-à-dire avec leurs avec leurs mercenaires. Tu as l'Église catholique du Vatican qui a 6 mercenaires. Tu as la Chine qui a 6 mercenaires. Tu as... Bref, les pays du monde sont là, chacun pour ses intérêts. C'est comme une pieuvre, en fait, avec plusieurs tentacules. Chacun cherche ses intérêts séparément, mais d'un autre côté, tu verras qu'il y a 2 ou 3 tentacules qui s'associent encore pour obtenir des intérêts communs. Et d'un autre côté, tu vois que non, c'est le grand Occident collectif qui s'unit pour leurs intérêts, au mépris total du peuple congolais lui-même. Et chose bizarrement, quand tu étudies la profondeur de l'équation géopolitique congolaise, tu te rends compte que les Occidentaux et le Grand Moyen-Orient s'unissent ensemble pour combattre, génocider le peuple. En se servant bien sûr des proxys comme le M23, le Rwanda, l'Angola même que tu vois, l'Angola, Zambie, l'Afrique du Sud. Et que fait le peuple congolais pendant ces temps? Ils sont en train de twerker. Donc, il y a des entreprises occidentales cotées en bourse, y compris leurs filiales, qui sont là. Les grandes entreprises occidentales là, que tu entends là, qui sont cotées en bourse là, hein? Genre Nasdaq et tous ces gens. Et tous, ils sont là, avec leurs propres mercenaires. Sans compter les États occidentaux, sans compter les États arabes, asiatiques. Donc, le problème de la RDC, c'est plus profond que la poudre des perlimpinpins qu'on nous jette aux yeux. C'est trop profond tellement qu'il y a, je t'ai dit, des forces obscures qui tiraillent la RDC. Dans ce monde, les prédateurs qui sont les Occidentaux chassent toujours en meute. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Macron l'a confirmé et a dit que le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Et que si l'Europe décide de rester herbivore, les carnivores gagneront. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On pense qu'il faut déléguer notre géopolitique aux États-Unis d'Amérique, il faut déléguer notre modèle de croissance à nos clients chinois, il faut déléguer notre innovation technologique aux hyperscalers américains. Ce n'est pas la meilleure idée. Je pense qu'on peut reprendre le contrôle. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Et je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Ah ben voilà, voilà l'état d'esprit, l'état d'esprit profond occidental, la pensée profonde occidentale. Pour eux, dans leur vision, il n'y a que des herbivores et des carnivores. Donc, pour réussir sa vie, il faut être des carnivores. Et c'est quoi un carnivore? Eh ben, c'est celui qui mange de la chair fraîche. Et quand tu remontes aux origines justement du peuple européen, on sait qu'ils sont les héritiers du peuple Yamnaya. Les Yamnaya nourrissaient de la chair humaine. Pas plus loin qu'ici, même vers les années 1700, 1800, je ne sais plus combien, il y a eu une forte glaciation en Europe. C'est-à-dire que pendant des années, c'était tout début, lorsqu'ils ont commencé l'esclavage, il n'y avait que des glaces sur toute l'étendue d'Europe. Et quand je te parle de glaces, je te parle de glaces de plus de 2 mètres de hauteur sur le sol. On ne voyait pratiquement rien comme sol, pâturage et autres. La mer Méditerranée n'était qu'un tas de glaces. Et les Européens traversaient jusqu'en Afrique à pied. Et quand je te parle des glaces, je veux dire des glaces d'au moins plus de 2 mètres. Il n'y avait plus d'herbe. Il n'y avait plus de gibier, en tout cas très rare. Et tu sais quoi? Dans cette période, quand ton voisin t'a invité justement chez lui, il fallait savoir que c'était toi qui étais le dîner ou les soupers. C'est-à-dire que pour survivre, les Européens mangeaient de la chair humaine. Personne n'osait aller chez son voisin ou quoi que ce soit, parce qu'on était sûr de ne plus jamais revenir chez soi. Donc, quand on revoit là encore la nature du peuple Yamnaya ressurgir lorsque les conditions de vie ne sont plus favorables, tu comprends très bien que ces gens-là ne changeront jamais leur nature. Oui, tant que les conditions de vie sont faciles, ça va, on fait semblant d'être humain. Mais à partir du moment où les conditions de vie changent, leur vraie nature est en train de sortir. C'est comme si tu prenais une prostituée que tu mets à la maison, que toi tu veux marier, enfin que tu as marié, que tu décides de marier. Tant que les conditions de vie sont bonnes, tout ira bien. Elle t'aimera toujours, elle te sera toujours fidèle sexuellement. Mais à partir du moment où les conditions de vie deviennent difficiles, sa vraie nature va ressurgir. Elle va récidiver. Voilà pourquoi je disais, tu peux enlever un singe de la forêt, mais tu n'enlèveras jamais la forêt de son cœur. Tu peux enlever un négro du ghetto, mais tu n'enlèveras jamais le ghetto dans son cœur. Tu sais pourquoi? Parce que la nature revient toujours au galop. C'est exactement cela avec le peuple, l'homme occidental. Parce qu'il faut savoir qu'il y a l'homme occidental impérialiste, hein, les aristocrates aujourd'hui qu'on appelle des bourgeois, des oligarques aujourd'hui. Et puis il y a le peuple. La haute classe, la classe sociale supérieure a toujours détesté leur propre peuple. Tu t'imagines jusqu'à même esclavagiser leur propre peuple, jusqu'à même à esclavagiser la femme même blanche, esclavagiser la femme. Imagine cela. C'est dans leur nature. Tant que les conditions de vie sont bonnes, tout est OK. Mais à partir du moment où les conditions changent pour leur survie, l'héritage qu'ils ont reçu de leurs ancêtres referont toujours surface. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe ici en RDC. L'existence des Occidentaux n'a consisté qu'à voir la vie comme un champ de bataille où les plus forts bouffent les plus faibles. Et en 2024, Macron l'a confirmé. Il a décrit exactement ce qu'étaient leurs ancêtres et ce qu'ils sont et comment est-ce qu'ils ont toujours perçu et vu le monde. Par contre, ils oublient que dans ce monde, il y a aussi des omnivores et que la vie ne peut pas être résumée que par herbivores et omnivores. Maintenant, va fouiller maintenant pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de classer comme herbivores et qu'est-ce qu'ils sont en train de classer comme carnivores. Tu auras des fourmis dans le dos. C'est incroyable. Tu auras des frissons.
Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir en RDC. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi est-ce que les Congolais et autres toucars africains analysent le problème de la RDC comme étant le seul et unique problème de la RDC. Non, non, les amis. Donc, tu as des espèces de cougniers et de gros ponts africains qui miaulent tout le temps sur les réseaux sociaux en disant que le problème de la RDC là, c'est pas notre affaire ou enfin, je parle d'Africains, hein, certains d'autres Africains. Oh, c'est la RDC, c'est pas notre problème. Oh, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. La RDC n'a qu'à se battre contre ses ennemis. Un si grand pays comme ça, ils sont incapables de pouvoir combattre un petit groupe armé, patati patata, des trucs comme ça. Et j'ai vu de mes yeux des zigotos se moquer de la situation en RDC actuelle, comme quoi, comment est-ce qu'un si grand pays comme ça a du mal à pouvoir se battre, a du mal à mater un petit pays comme le Rwanda qui ne représente même pas 1% de la plus petite province même du Congo. Mais ces gens-là oublient, quand se moquant ainsi de la RDC, c'est d'eux-mêmes qu'ils sont en train de se moquer parce que le sort de la RDC est lié à l'Afrique. Le destin de l'Afrique tout entière dépend de la RDC. Et ne me regarde pas comme ça. Hein? Penses-tu que je suis moi? Penses-tu que moi, ici, comme tu me vois, penses-tu que je suis fier de l'abrutissement de la population congolaise, enfin, la grande majorité, bien sûr, qui ignore totalement ce que représente les vrais enjeux, ce que représente la RDC par rapport au monde? Bien sûr que je ne suis pas content. Mais les faits historiques et scientifiques sont là. Si la RDC est balkanisée, l'Alliance des États du Sahel, il faut l'oublier, c'est fini. Je t'ai dit, si la RDC est partitionnée comme l'ont décidé les impérialistes en 4 parties, les Occidentaux vont régler le compte de Ibrahim Traoré. La France va se charger d'Assimi Goïta. Les États-Unis vont mettre fin à Abdourahmane Chani. Je répète, si la RDC est balkanisée et partitionnée en 4 parties, comme l'avait théorisé l'Église catholique au Vatican et tous ces cartels obscurs occidentaux, il faut oublier le rêve de l'AS. Le rêve de l'AS ne sera qu'un vœu pieux. Il faudra oublier l'espoir de voir un jour l'Afrique retrouver sa souveraineté totale. Moi, je suis souverainiste. Moi, c'est d'abord la souveraineté totale. Que ça soit spirituel, que ça soit militaire, sécuritaire, que ça soit financière, politique, sociale, donc culturelle, souveraineté totale.